Merci d'être présent. Il y a quelques caméras ouvertes, les autres n'ont pas leur caméra. Comme il n'y a pas d'UFC aujourd'hui, je suis moins exigeant que d'habitude sur les caméras et les micros. Mais si vous voulez intervenir, il n'y a aucun problème. Je vous demanderai par contre d'essayer de ne pas couper la parole à Yvan et de noter vos questions s'il se lance dans une longue tirade. Mais l'objectif de cette formation, de cette conférence, c'est quand même d'avoir des interactions et de permettre à tout le monde de comprendre le sujet et de vous poser des questions et de poser des questions à notre expert. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'inspection pré-vente. Attention, c'est pas pré-achat, c'est le vendeur qui fait une inspection avant de mettre en vente. Alors, c'est plutôt inhabituel. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait avec mes clients. Je sais qu'ils vont m'en vouloir à mort parce que c'est tellement important. Mais lui, il en a fait souvent et en tant que courtier immobilier, parce que c'est un de nos collègues courtiers chez l'expert immobilier, il est aussi inspecteur en bâtiment. Je vais lui demander de se présenter dans quelques instants. Lui, systématiquement, à tous les nouveaux clients qu'il rencontre pour une inscription, il offre de faire cette inspection prévente et il va nous expliquer aujourd'hui en quoi c'est utile et comment, avec quelques anecdotes, ça a pu de temps en temps lui sauver des transactions ou faciliter des négociations. Donc ça, c'est l'objet du jour. Sentez-vous très à l'aise de lever la main, de poser des questions ou de nous interrompre entre deux phrases, entre deux paragraphes, peu importe. Je cherche mes mots. Et donc, Yvan est là pour répondre à tout. Yvan, je parle trop, je voudrais te céder la parole parce que c'est toi la vedette aujourd'hui. Alors, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. OK, parfait. Écoutez, avant de vous parler de l'inspection pré-vente, je vais vous parler un peu de qui je suis, l'expérience que j'ai acquise au fil des années. Donc, en premier, j'ai 58 ans. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé dans le milieu de la construction. Et par la suite, donc ça fait 38 ans que je suis dans le domaine de la construction. Faut dire aujourd'hui que j'opère encore un peu, mais pas beaucoup. Je me consacre plus à l'inspection et au courtage immobilier. Donc, nous sommes tous collègues. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais tu es inspecteur, ça devient un conflit d'intérêt. Non, pas du tout. Je me suis renseigné à l'OAC, je me suis renseigné à des agences, etc., des bannières. Et non, il y a zéro conflit d'intérêt, sauf si je fais ma propre inspection pré-achat à mon client. Ça, j'ai pas le droit. Ce qui est tout à fait normal. Mais je peux faire une inspection pour vos clients, à vous, un exemple. C'est tout à fait légal. Et par la suite, donc, de 1987 à 1994, j'ai travaillé comme entrepreneur général, mais pour des entrepreneurs, excusez, généraux, qui étaient commerciaux, industriels, ainsi que la rénovation et les maisons neuves. Donc, mais par la suite, en 94, j'ai décidé de partir à mon compte, qui a fait en sorte que juste en rénovation générale, mais en 2006, j'ai commencé à construire plusieurs maisons. Donc, j'ai acheté des terrains, j'avais une maison modèle, plusieurs maisons modèles, des vendeurs qui travaillaient pour moi. Je construisais du début, au moment qu'on creuse, jusqu'à la remise des clés chez le notaire. Donc, j'ai acquis énormément d'expérience dans ce milieu-là. J'ai construit des blocs appartements, des projets de condos, des projets domiciliaires, Trois-Rivières, j'en ai fait à Montréal, j'en ai fait à Lachenay, j'en ai fait surtout à l'Assomption, qui est Saint-Gérard-de-Magella. Donc, et en 2010, j'ai gagné la Palme d'Or pour la qualité de construction que je donnais à mes clients. Je suis un homme, comment je pourrais dire, très fanatique, dans le sens qu'il faut, lors d'une construction, que ce soit rénovation, il faut que tout soit parfait. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en inspection, pour la simple raison que je suis une personne qui voit beaucoup, beaucoup de choses que d'autres inspecteurs ne voient pas. OK, le pourquoi, un exemple que il y a un mur de fondation de blocs de béton qui va avoir, mettons, un ventre de bœuf. Le pourquoi qu'il y a un ventre de bœuf. Il y a beaucoup d'inspecteurs que les autres sont allés seulement à l'école, ils peuvent pas savoir le pourquoi. Moi, je sais parce que je l'ai déjà vécu auparavant. Donc, c'est ça. Donc, en 2019, nous sommes en 2025, 2019, j'ai décidé de commencer comme inspecteur en bâtiment. J'ai fait plusieurs conférences dans des bannières, que ce soit Remax, Capital, Proprio Direct. J'ai fait plusieurs conférences.
Et j'expliquais aux gens l'importance de l'inspection pré-vente aux courtiers immobiliers. Je vous poserai la question, je pourrais dire tout le monde, les micros sont fermés, là, mais je vous poserai la question, est-ce qu'il y a des courtiers qui sont ici aujourd'hui qui ont déjà fait des inspections pré-vente? Ça répond pas fort, non, oui, non. Je vous entends pas, Manuela. Votre micro est fermé. Donc, OK. Oui. Je vais vous, je vais vous dire le pourquoi de faire une inspection, de l'offrir à vos clients. Quand je dis offrir, on va y aller stratégique. OK? Prenez une maison que vous avez en courtage. Vous êtes l'inscripteur. Et que vous mettez la maison en vente. Vous n'avez pas fait d'inspection. Vous n'avez pas fait le tour de la maison. La majorité des courtiers ne font pas le tour de la maison. Pourquoi je le sais? Je suis inspecteur en bâtiment et je n'en vois de toutes les sortes. OK? Il y a des bons courtiers, il y a des courtiers moyens, mais des courtiers qui s'en foutent. Donc, l'importance de faire l'inspection pré-vente, c'est que il faut expliquer à votre client, comme je fais, OK, moi, j'explique à mes clients, regardez, je vais faire votre inspection, c'est sûr, je l'offre sans frais, c'est mon métier. Donc, c'est un cadeau que j'offre entre parenthèses. Je fais pas de rapport d'inspection, je fais juste une inspection pré-vente sommaire. Comme avant-hier, j'ai mis une maison en courtage. Je vous donne un exemple. Lorsque mon photographe était sur place, pendant que mon photographe est là, moi, je fais le tour de la maison. Je regarde la fondation. Je regarde le panneau électrique. Quelle marque, le panneau électrique? Je m'en vais même jusque dans l'entretoit. Puis, justement, je vous donne un exemple de maison que j'ai mis en vente avant-hier. C'est un panneau qui est de marque Sylvania. On sait qu'il y a des assurances qui n'aiment pas sa marque-là, qui peuvent être obligées de faire changer le panneau. OK? Donc, j'ai fait le tour de la maison, il n'y avait pas de fissure de fondation, mais quand j'ai monté dans l'entretoit, vu que c'est une maison plus âgée, il y avait 2 pouces de laine. Donc, c'est sûr que je fais une modification par la suite, parce que le contrat est déjà signé à l'avance. Je fais une modification par la suite en expliquant dans la modif que il manque de la laine minérale. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que, un exemple, qu'un client qui vient, il fait une offre d'achat, il fait faire l'inspection pré-achat. Et par la suite, l'inspecteur se rend compte que le panneau était changé. L'inspecteur se rend compte qu'il n'y a pas assez de laine dans l'entretoit, ou qu'il y a de la moisissure, ou qu'il y a des fissures de fondation. C'est quoi qu'il va faire? Il va envoyer le rapport. Le courtier qui est collaborateur, excusez, le courtier qui est collaborateur, lui, ce qu'il va faire, il va négocier. OK, un panneau électrique, c'est quoi? 2000, une fissure de fondation, 1200, plus il manque de la laine, 1500. Là, on est rendu à 8, 10 000, 15 000, 20 000, tout dépendant des problèmes. Tout ça parce que le client ne fait pas d'inspection pré-vente. Je vous donne une anecdote. Je vais vous conter quelques anecdotes de tout ça. J'ai mis un duplex en vente à Saint-Lin-des-Laurentides. J'ai fait le tour de la maison. Il y avait 6 fissures de fondation. Toutes les fenêtres étaient décellées. Le plancher flottant, il était scrap. J'ai tout écrit ça dans la déclaration du vendeur. Donc, oui, j'ai vendu le bâtiment que je vais notarier la semaine prochaine. On s'est même pas fait négocier. Oui, de 3 000 OK, on s'est fait négocier de 3 000 mais ça, c'était au tout début sans que la personne vienne voir. Parce que c'était conditionnel à la visite, conditionnel à un offre pour la visite ainsi que l'inspection, etc. Donc, Hey, j'ai une question pour toi, Yvan. Pardon? J'ai une question pour toi. Oui, Quand tu dis on s'est pas fait négocier, c'est parce que le prix a été fixé au départ conséquemment avec tout ce que tu as découvert? absolument. Le prix était fixé toujours un peu plus haut parce qu'on sait en général, on se fait négocier. Donc, j'ai juste monté un petit peu plus haut le prix. Bonne question, Pascal. Donc, lorsque la personne est venue puis qu'elle a signé la déclaration du vendeur avec ses initiales, son nom, elle le savait qu'il y avait 6 fissures de fondation. Elle le savait que les planchers étaient finis. Elle le savait que toutes les fenêtres étaient descellées. Et par la suite, lorsque j'ai fait l'inspection, il y avait de la neige. Donc, oui, c'était un petit peu plus long avant, mais lorsque la neige a fondu, je me suis rendu compte que le bardeau était fini. Donc, j'ai fait une modification justement pour le bardeau, comme quoi le bardeau va être changé. Et lorsqu'on a eu une offre d'achat, on s'est pas fait négocier là-dessus. OK? Puis on s'est pas fait négocier du tout, de toute façon. Mais c'est l'avantage d'une inspection pré-vente.
Ça fait économiser énormément d'argent à vos clients. Eh, Euh, Comme j'explique toujours aux courtiers, ce que les courtiers, ça leur rentre pas dans la tête, c'est que offrez-le à vos clients. Vous faites le tour vous-même de la maison. Si le client ne veut pas payer. Moi, un client, c'est ça, si j'étais pas inspecteur et que on me dirait, regarde, tu devrais faire ça, 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 moi je prends les conseils de tout le monde, et que mon client, je dis, regarde, ça serait peut-être bien que je fasse une inspection de pré-vente. Le client, non, ça va me coûter 500 pièces, si on n'est pas question, mais il risque d'en perdre 20 000, par exemple. Et là, la différence. Moi, je préfère perdre 500 que de perdre 20 000. Une autre anecdote, à un moment donné, je m'en vais faire une inspection à Montréal. C'est un bungalow, sous-sol, rez-de-chaussée. Écoute, le bardeau, on le voit, il est fini, fini, fini. Ça, c'est pas une anecdote fausse, là. C'est vraiment vrai ce que je vous compte, ce que j'ai vécu. Et je fais l'inspection à l'extérieur, toujours en premier. Par la suite, on rentre à l'intérieur. Et je fais l'inspection à l'extérieur. Par la suite, je fais le tour toujours avec mes clients. Et je dis au courtier, là, on est à l'extérieur. Il y a moi, il y a le client qui m'engage, il y a le courtier du client acheteur et il y a le courtier du client vendeur. Et on est tous à l'extérieur, puis je dis au monsieur, excusez mon langage, qu'est-ce que je vais dire? Je dis au courtier du vendeur, je dis, vous êtes au courant, monsieur, que le bardeau, il est à changer. Excusez mon langage encore une fois. Il dit, je m'en calisse, moi, je suis ici pour vendre. Wow, ça n'est pas démontré. Fait que ça m'a toujours resté dans la tête. J'ai dit, si un jour, dans ce temps-là, je n'étais pas courtier. Si un jour je deviens courtier, je n'irai pas. C'est sûr que par la suite, par pur hasard, vu que je suis dans la construction, je ne sais pas comment la madame elle a fait pour savoir que je suis dans la construction, parce que j'en parle pas lorsque je fais mes inspections. Et je parle pas non plus que je suis courtier immobilier. Mais la dame, elle me rappelle par la suite. Et en plus, il y avait de la moisissure dans l'entretoit, puis il manquait de la laine minérale. Et ça, c'est toujours le même client, là. Et je dis à la madame, je dis, félicitations, tu sais, vous avez en fin de compte acheté la maison, tout ça. J'ai dit, c'est-tu indiscret de savoir, vous avez négocié de combien? Ils ont négocié de 25 000. Fait que le courtier, vu, s'en foutait, a fait perdre 25 000 à sa cliente. Fait que c'est sûr que sa cliente-là, je suis pas sûr qu'elle va le faire. ouais, puis refaire le bardeau, ça aurait sûrement coûté moins cher. Oui, oui, mais n'empêche, c'est quand même 25 000 que sa cliente, elle a perdu. Mais lui, il s'en calisse, il est là pour voir. Fait Et, que, donc, je voudrais intervenir au bénéfice du groupe ici. Tout le monde n'a pas ton expérience, ton expertise dans ce domaine-là. Et moi, le premier, malgré mes années d'expérience en courtage, je me sentirais bien mal de dire que ça coûte 1 500 pour une fissure, ça coûte 2 000 pour autre chose. Et tantôt, tu as chiffré ça comme ça, simplement, rapidement. Comment les courtiers peuvent, tu sais, si je prends une inscription et je conseille à mon client de faire une inspection prévente, on sait que d'habitude, les inspecteurs ne chiffrent pas les travaux. non. C'est quoi tes recommandations? Et parce que tu sais, des fois, c'est une question de timing. Là, on a l'opportunité de prendre un contrat maintenant. Mais là, il faut faire venir l'inspecteur. Il peut venir qu'après-demain. Après, il faut faire venir un entrepreneur pour qu'il chiffre les trucs. On est vite rendu à une semaine, mais tu sais, les opportunités de perdre le contrat existent. Donc, je me mets à la place d'un courtier. Moi, je voudrais signer mon contrat tout de suite, puis peut-être faire ces démarches par la suite. Mais clairement, n'ayant pas ton expérience, tu sais, où est-ce qu'on va chercher cette information? Comment on fait pour bien préparer notre client puis fixer le prix le plus proche possible pour qu'il y ait peu ou pas de négociation, là? Écoute, il y a de la préparation à faire. C'est une très bonne question. Je vais répondre à ta question. La plus simple façon à faire, c'est premièrement, commencer à avoir une banque de données. Une banque de données, un exemple, un gars de fissure, une vitrerie pour les fenêtres qui sont engluées, un gars de laine soufflée, OK? Un approximatif. Moi, en tant qu'entrepreneur général aussi, lorsqu'on me dit, hey, peux-tu faire mon sous-sol? Ben, je fais des appels. C'est sûr, je fais des appels. Hey, toi, tu me charges combien pour aller flatter le béton ou installer les murs ou ci ou ça? J'ai combien de gyps, etc.
C'est sûr, j'ai quand même 38 ans d'expérience, mais j'ai quand même une banque de données. Et avec ces banques de données-là, c'est que moi, j'ai pris la peine d'appeler un code fissure pour dire combien tu charges pour la fissure, pour soit pour l'époxy ou soit pour la membrane extérieure. Parce qu'il y a des places comme en dessous d'un balcon, faire une membrane, ça va être assez compliqué. D'arracher le balcon pour commencer, c'est mieux d'ouvrir le mur intérieur pour le faire à l'époxy. Donc, la première fissure coûte combien? Et là, si un exemple, il y a deux fissures, ça revient à combien avec quoi? Ça, c'est tout. Vous mettez ça sur un Excel. Donc, ça va vous rentrer dans la tête, dire, OK, oui, il y a deux fissures ou trois fissures ou whatever. Il manque de la laine minérale. Regarde, moi, j'ai donné un pied carré autrefois. Il me charge 1500. D'après moi, ça devrait coûter 1200 ou 1800. Attention. Là, je vois que Moussa a ouvert son micro. Est-ce que tu veux, Moussa, intervenir sur la question de la conformité ou des obligations du courtier? Non, pas du tout. C'est plus, j'avais une autre question à M. Yvan. Ok, alors je vais le faire parce que je pense que ce n'est pas le rôle du courtier de chiffrer ou de présenter à ses clients des informations, même si vous avez tenu une base de données, même si vous avez une idée approximative, faut surtout pas s'engager sur des chiffres, c'est pas notre core business, puis ne pas les mettre surtout pas dans les déclarations ou dans la fiche descriptive que la fissure se répare pour 3 000 $ ou faire des Ah non, représentations c'est auprès comme de ça que je l'acheteur en parle. disant je me suis renseigné, ça va coûter 3 000. Il faut vraiment laisser les clients faire leurs propres recherches, leurs propres évaluations et ne pas vous commettre dans ces chiffres-là. Cependant, j'aime ce que Yvan nous propose, c'est d'avoir une liste de professionnels qui ont donc un réseau avec des spécialistes fissures, buées dans les fenêtres, etc. Et en prenant contact avec ces gens-là, d'avoir une idée approximative de ce que ça peut coûter, c'est une bonne idée, vous, pour bien conseiller votre client vendeur et fixer le prix de mise en marché. Mais n'allez pas plus loin que de vous servir de cette information-là et de ces chiffres-là pour établir la valeur marchande. Ne communiquez pas ces chiffres à l'acheteur, laissez l'acheteur faire ses propres démarches parce que vous engagez votre responsabilité professionnelle ici. Et évidemment, c'est un risque qu'on ne veut pas que vous preniez. Mais je n'ai pas dit de dire ça au client. Ça vous donne une bonne idée. Si un exemple, le client vous arrive, hey, je veux négocier de 80 000 toi, tu le sais que c'est pas 80 000 là. Donc, c'est pour donner conscience aussi à ton client pour pas perdre ta vente. Tu comprends? Mhm. C'est plus ça que je parle. Mais pas de donner les chiffres, non. Même moi, je fais pas ça. OK? Donc, on en était où? Moussa avait une question. Oui, j'avais une question, M. Yvan, si vous me permettez. Oui. Ça, je fais une combinaison entre votre chapeau d'inspecteur et en même temps chapeau de courtier immobilier. Puis c'est pas nécessairement mon point de vue, mais que répondez-vous en tant que courtier quand les clients vous disent que l'inspection a été faite de la part du vendeur? Peut-être l'inspecteur qui a fait l'inspection, il a caché des choses ou il n'a pas tout montré. Alors, je sais pas, l'outil, c'est plus pour agrandir un peu notre base de données de réponses qu'on peut donner un vendeur que peut-être on le conseille de faire une inspection. Alors, mais lui, il va dire que peut-être l'acheteur, il va pas accepter cette inspection-là ou il va pas peut-être prendre du cash parce que c'est de la part du vendeur. Ça, c'est sûr. OK? Je suis 300% d'accord avec vous que même si vous engagez un inspecteur pour faire une inspection pré-vente, c'est, en général, c'est officiel que l'acheteur va se faire avec son propre inspecteur. Par contre, l'inspection de pré-vente, OK, M. Moussa, mais si un exemple, vous faites faire que votre client engage un inspecteur en bâtiment pour faire une inspection pré-vente, c'est que ça vous donne la qualité de bâtiment. Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui est à pas faire? Vous comprenez? Et avec ça, vous l'écrivez dans la déclaration du vendeur. Si un exemple, il y a pour 50 000 de dommages, mettons la maison vaut 500 000. Chiffre fictif. La maison vaut 500 000 et l'inspecteur se rend compte que le beam de soutien est pourri et ça, je ne sais pas comment ça va coûter. OK? Mais tu ne peux pas vendre une maison à 500 000 quand tu as 50 000 à mettre dedans parce qu'elle a été négligée. C'est une question juste de sécuriser la vente
sécuriser votre client. OK? Ben, Et si l'autre ne fait pas d'inspection pré-achat qui suffit juste à l'inspection pré-vente, ça devient son problème. C'est à lui d'engager son propre inspecteur. Mais c'est Yvan, pour protéger votre client. Yvan, j'ai ici dans le groupe des courtiers qui ont beaucoup d'expérience et qui n'en sont pas à leur première transaction. Bien sûr que pour bien représenter les intérêts de l'acheteur, ils vont leur conseiller de faire leur propre inspection, évidemment. Oui. Parfois même, le vendeur ne voudra pas partager son inspection pré-vente, hein, parce que ça lui appartient, c'est lui qui l'a payé, et si on a déclaré ce qu'il y avait à déclarer dans la déclaration du vendeur, ce document-là suffit, il n'a pas besoin de transmettre le rapport. Mais ce que je trouve intéressant, donc n'oubliez pas, hein, vous recommandez, même s'il existe une inspection, même si vous faites des transactions en cascade, là, et que l'acheteur précédent avait déjà fait une inspection, vous pouvez toujours racheter le rapport, mais vous ne savez pas si l'inspecteur a été complaisant ou pas et de quel bord il était. Donc, par principe, même s'il existe des rapports faits par des acheteurs sur la même propriété, recommandez toujours aux clients que vous représentez de faire leur propre inspection pour avoir leur juste. Ça va? Euh, Maintenant, question du prix et de la maison de 500 000 euh, sur laquelle il y a 50 000 de travaux à faire. La meilleure approche, selon toi, Yvan, est-ce que c'est de déclarer qu'il y a 50 000 de problèmes et de laisser l'acheteur négocier ou de recommander au vendeur de faire des travaux pour éviter que l'acheteur ne se retrouve avec ses problèmes et ne négocie? En général, tu prendrais quelle avenue, toi? OK. Par expérience, je l'ai déjà vécu avec des clients. C'est que oui, j'ai fait mon inspection pré-vente et la personne, elle a corrigé de ce que je lui avais dit. Lorsque je fais une inspection pré-vente pour mes clients vendeurs, alors des panneaux qui vont être à changer. Ta tank à eau chaude. La tank à eau chaude, combien de fois? Parce que nous, en tant qu'inspecteur, on a toujours accès à la déclaration du vendeur. Combien de fois je vois des panneaux Giant, c'est écrit. Hein? Donc, ça prouve que le courtier n'a pas fait le tour de la maison. C'est pour renseigner à qu'est-ce qui pas de moisissure, s'il y a assez de la minérale, s'il n'y a pas de vermiculite ou whatever. Un exemple, s'il y avait de la vermiculite, vous, en tant que courtier vendeur, c'est de dire à votre client, regardez, ça serait bien de le faire analyser. Au moins, si un exemple, ça sort avec amiante, ben, vous allez pouvoir l'écrire dans la déclaration du vendeur, au lieu que l'acheteur négocie de 12 000. Là. Au moins, la personne qui va venir visiter, elle le sait qu'il y a de l'amiante dans l'entretoit. Donc, elle n'aura pas de surprise. Je vous donne un autre exemple. À un moment donné, je fais une inspection d'un bâtiment, d'une maison à Repentigny, et c'était vraiment important pour le client qu'il n'y ait pas de fissure de fondation, le client acheteur, mon client moi. C'était très, très important qu'il n'y avait pas de fissure sur la fondation. Je m'en vais à l'arrière du bâtiment et je vois une fissure. Donc, moi, j'écris ça, etc. Je refais le tour avec les clients, je dis, il y a une fissure de fondation ici. Ils disent, arrête l'inspection, on s'en va. Je dis, pardon. Ils disent, non. Ils disent, moi, c'était ma priorité de pas avoir de fissure. C'est la seule chose que je veux pas sur une maison, c'est une fissure. Ils disent, arrête l'inspection là, puis on s'en va. Fait que oui, j'ai fait quand même le rapport, mais c'était l'exigence de ce client-là de ne pas avoir de fissure. Si ça avait été déclaré dans la déclaration du vendeur, oui, le client aurait pas venu. Et je suis d'accord avec vous, mais au moins, il n'aurait pas fait perdre de temps à personne. Parce que le temps qu'il a fait l'offre d'achat, la négociation, le temps qu'il fait venir l'inspecteur, c'est peut-être 2 semaines, une semaine de perte de temps pour le courtier du vendeur. Donc, c'est important. En tout cas, moi, je trouve ça important de regarder l'entretoit, les fenêtres, le réservoir, qui est la date,
Oui, ça se peut que vous ayez un exemple, un réservoir qui va être de marque Rheem ou GSW avec le code barre qui est là, le numéro de série. Vous allez sur GSW avec le numéro de série, il vous sort la date si le client n'a pas la facture. Et de regarder le panneau électrique et savoir si c'est du filage de cuivre ou du filage d'aluminium. Ça, il y a souvent les assurances qui vont demander de changer le filage d'aluminium. Ça m'a déjà été dit. Donc, c'est toutes des petites choses à savoir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, s'il vous plaît, Ivan, excuse-moi. Oui, correct. Sur deux questions pour vous. La première question, pour le dernier exemple que vous avez donné, est-ce que l'acheteur, il a le droit de se désister parce que la fissure, il l'avait vue pendant la visite? Non, Ah, il l'a pas vu pas sa pendant la phase visite. d'achat. Elle était en dessous d'une fenêtre. J'ai enlevé voyons, l'herbe là qui était là. Et c'est là que j'ai vu la fissure. OK. Donc, non, il l'a pas vu lors de la visite. OK. Si c'est un élément qui a été vu pendant la visite qui est visible à l'œil, j'imagine que l'acheteur, il n'a pas le droit de se désister. Est-ce Non, que, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. super. Ma deuxième question pour vous, quand vous Oui, faites une Tarek, inspection, Tarek, si tu permets, euh, on ne demande pas ni aux courtiers ni aux clients d'être des experts. Et si, même si la fissure est visible, ça peut être une fissure de rétractation quand le béton a séché. C'est pas forcément de la pyrite, hein. Vous avez déjà vu des fissures sur des planchers de béton dans des garages. Donc, on laisse à l'expert l'explication finale. Donc, si l'expert, lui, il dit, ah non, ça c'est vraiment un problème de pyrite ou de pyrrhotite, à ce moment-là, l'acheteur peut se retirer, même s'il avait vu la fissure. Vous voyez? Donc, qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait pas vu, c'est le rapport d'inspection qui compte. c'est super. Ici, Ça dans lui notre enlève région aucun à nous, droit. dans notre D'avoir vu région la à nous, fissure, ça ne lui Pascal, enlève aucun droit. dans notre région à nous, Pascal, la pyrrhotite n'existe pas vraiment. C'est Oui, plus oui, pour mais bon, on travaille de partout ici dans nos deux ouais. agences, hein. Oui, quand même. On sait que c'est en Mauricie. Ouais, c'est ça. C'est en Maurice. Et Tarek Donc, avait une autre question encore. Je t'ai coupé le Oui, sifflet, désolé. il n'y a pas de problème. Merci pour les clarifications, Pascal. Deuxième question, Yvan, pour vous. Quand on fait une inspection pré-vente, c'est plus pour s'assurer la première chose qu'on va fixer le bon prix, la valeur, la bonne valeur marchande. Et la deuxième chose, parce qu'une fois dans la déclaration du vendeur, l'acheteur, il n'a pas le droit de négocier sur ces items, les choses qui sortent de l'inspection pré-vente. Si n'est-ce pas, est-ce que ça c'est une des raisons, n'est-ce pas? OK. Oui, c'est une bonne raison, premièrement, de l'écrire dans la déclaration du vendeur. Ça l'empêche la négociation. OK? Parce que s'il dit, hey, il y a une fissure de fondation, ouais, mais c'est écrit dans la déclaration du vendeur. Ouais, mais il manque de la laine dans l'entretien. Ouais, mais c'est écrit dans la déclaration du vendeur. Tu l'as signé, la déclaration. Ouais, Donc, tu savais ce qu'il fallait puis que la tu bonne signes réponse ici pour la négociation, c'est de dire on l'a déjà prévu dans le prix affiché. aussi. Je t'ai rendu là. Ah, Justement. Justement. Regardez, je vous donne un exemple. J'ai un duplex à vendre à Sorel. Le duplex, ça fait longtemps qu'il est à vendre, puis on n'est pas pressé de le vendre. Mon client est vraiment pas pressé. Mais le rez-de-chaussée est pipé au complet. OK? C'est insalubre. En tout cas, c'est une dame qui vit là, puis c'est vraiment insalubre, là, inimaginable. Et oui, j'ai fait le prix en conséquence. Mon client, il dit, ouais, moi, on pourrait le vendre. Je dis, ah, oublie ça, là. C'est à peu près 45 000 à 50 000 à mettre là-dessus, t'oublies ça, là. Ton rez-de-chaussée est à refaire, la cuisine, la salle de bain, les planchers, les murs, arracher le gyps, refaire le gyps. C'est à refaire au complet, là, tellement que c'est insalubre. Et justement, il y a un client qui m'a appelé hier pour ce duplex-là. Là, il dit, c'est-tu vraiment négociable? Je dis, regarde, le prix est déjà mis en conséquence. Je dis, si tu as un offre à faire, fais-le, mais sois pas trop gourmand dans ta négociation parce que ça marchera pas. Parce que les prix, on l'a déjà baissé. Ouais. Fait que, est-ce que ça répond un peu à la question, Tarek? oui, c'est ça. Si les corrections, ils ont été faites par le vendeur, dans ce cas, on peut, avant d'afficher la maison, bien sûr, on peut réaugmenter un petit peu le prix de la maison parce que les corrections ont été faites. Mais si le vendeur ne veut pas faire les corrections, c'est là qu'on les met dans la déclaration du vendeur et par la suite, on met le prix en conséquence. C'est bien ça? Absolument, absolument. Comme là, moi, mon client vendeur, lui, il veut pas faire la rénovation. Je garde, on le vend tel quel, point final.
Fait que oui, j'ai écrit pour investisseurs, pour rénovateurs, pour un flip, c'est ce que j'ai écrit sur Centris. Donc, regardez, si c'est fait pour un rénovateur, il va l'acheter, il va pouvoir le rénover, le flipper ou le garder pour augmenter justement les loyers. Tu vois, en même temps, on n'offre pas on n'offre pas à nos clients de garantie contre les vices cachés, mais si tout ça a été inspecté et déclaré, on vient de minimiser au maximum, au minimum, les probabilités que l'acheteur reviendra un jour avec un problème qu'il a découvert après l'achat. Ça aussi, c'est un bel avantage de l'inspection prévente. Absolument. C'est Regardez, rassurant pour les acheteurs. je vous donne une autre anecdote. J'ai une maison à Varennes que j'ai vendue il y a 2 semaines, que j'ai notariée. Et je l'ai fait inspecter. Je l'ai inspecté, excusez. Dans le fond, j'ai fait le tour de la maison. OK? J'ai regardé la toiture, tu sais, comme un courtier immobilier, et non vraiment comme un inspecteur. Donc, j'ai regardé le panneau, le réservoir aux choses, j'ai regardé la toiture, et il y a un vide sanitaire. Je fais juste ouvrir le panneau du vide sanitaire, ça sent l'huile, excusez le mot, à côté. Là, je dis à ma cliente, je dis, ta terre, d'après moi, ça serait peut-être bon de faire un test de sol. Elle dit pourquoi? J'ai dit, je pense que c'est contaminé, parce qu'il y avait une tank à huile en plus sur le côté, dans le vide sanitaire. Donc, j'ai dit, je pense que ta tank, elle coule, puis ça sent l'huile, là. Comme de fait. Elle fait faire un test de sol, c'est contaminé. Donc, si un exemple, j'avais pas ouvert la trappe, j'avais pas été voir, l'inspecteur, lui, c'est sûr qu'il l'aurait déclaré. Là, on aurait probablement perdu la vente. OK? Sauf que là, ma cliente, elle a dit, garde, elle dit, je vais m'en occuper, je vais la décontaminer. J'ai dit, je te le suggère fortement, parce que tu risques d'avoir une négociation entre 20 et 50 000 pour une décontamination. Fait que oui, elle l'a fait. Ça lui a coûté exactement 12 000. Avec le test de sol, décontamination, remettre de la terre neuve. Donc, ça lui a coûté 12 000. Elle a évité une négociation de 20-25 000. Puis, on avait le test de sol, comme quoi qui était parfait par la suite. Donc, on a pu l'envoyer au futur acheteur qui a fait un offre. Il dit, ça sent encore un petit peu l'huile. Tu sais, j'ai dit, ouais, mais laisse le temps d'aérer, là. Tu sais, c'était fermé tout l'hiver, puis ils vont ouvrir les trappes, ça va partir. Mais c'était plus contaminé. Donc, on a réussi à faire la vente grâce à ça. Mais la cliente aurait pu revirer de bord, parce que la contamination d'un sol, ça fait peur aux gens. Eddie, je crois qu'Eddie avait une question tantôt, non? Ah oui, oui, j'ai une question. Tantôt, tu parlais euh, pendant les inspections oui, de regarder la fondation, fenêtre, etc. Mais je manquais un parti. Tu mentionnais deux sortes de panneaux. Un c'est aluminium et l'autre c'était lequel et quel est OK, le filage de cuir. Je vais vous donner les marques de panneaux. Prenez-les en note. Prenez un papier, un crayon. OK? Je vais vous donner les marques de panneaux que les assurances n'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont obliger votre client à changer son panneau, mais ça se peut qu'ils le demandent. Parce que moi, j'ai des clients qui m'ont rappelé, m'ont dit, hey, mon assurance m'a obligé de le changer. OK? Il y a la marque Stablock. Stab, S-T-A-B, -d'union L-O-C-K. Stablock. Il y a la marque C-E-B. La lettre C, la lettre E, la lettre B comme bébé. La marque Taylor. T-A-Y-L-O-R. La marque Zinsco. Z-I-N-S-C-O. Zinsco. Et la plus populaire, la marque Sylvania. Elle, il y en a, je pourrais dire, à 50% dans les maisons. Il y a la marque aussi Commander et la marque Bulldog. Les plus populaires ici dans la région, on parle de Stablock, CEB, Sylvania, Commander. C'est les plus populaires. Dans les années 70. Le pourquoi que les assurances souvent demandent de changer le panneau, la raison est simple. C'est qu'il y a des disjoncteurs de couleurs, OK? Et ils se sont rendus compte que, je vous donne un exemple,
vous mettez un micro-ondes sur une prise électrique plus un toaster. OK? Et il y a une surcharge. Ben, le disjoncteur dans le panneau il est censé débarquer. Et il y a des disjoncteurs qui ne débarquaient pas. Donc, il y avait une surchauffe dans le panneau électrique, puis ça mettait le feu. C'est pour ça que les assurances ne les aiment pas. Dis, Yvan, Oui. maintenant, je rentre dans une maison, je rencontre un nouveau client et je lui demande de voir son panneau en regardant la maison avec les yeux d'un acheteur parce que je vais devoir en faire la promotion et je Ouais. veux savoir ce que je vais avoir à vendre. Et je me rends compte que c'est un panneau Taylor. Je fais Oui. quoi? Je dis quoi au client? Je fais quoi? Je suis pas en pré-inspection là. OK. Toi, t'es le courtier Moi, je suis collimateur? courtier inscripteur. Ouais, c'est ça. Puis je suis en train de rédiger le contrat. Puis je dis au client, faites-moi visiter la propriété. Puis en visitant, je prends quelques notes. Et puis là, je me rends compte que on a un panneau, mettons, Taylor. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. La maison que j'ai mis en vente avant-hier, je regarde l'ancienne déclaration du vendeur et c'est écrit le panneau a été changé. Donc, le panneau, je dis à mon client, j'ai dit, excuse, ton panneau n'a pas été changé, c'est la marque Sylvania. C'est un panneau d'origine. Il dit, non, mais il a déjà été changé. Je dis, ben, il a été mal changé parce que c'est un panneau d'origine. Je suis capable de m'exprimer parce que je connais la game. Et je dis au client, je dis, c'est pas grave, là, le panneau, on le laisse là, mais on l'écrit dans la déclaration du vendeur. Fait que moi, je Absolument. l'ai écrit. J'ai pas écrit en gros Sylvania. J'ai écrit panneau électrique de marque Sylvania. That's it. Et Mais donc, si un exemple, l'acheteur me dit, hey, l'inspecteur m'a dit que c'était des panneaux dangereux, il faudrait que je le change. Puis, excuse, c'était signé en déclaration du vendeur. C'est écrit là, noir sur blanc. Hey, parce que les gens ne connaissent pas ça. C'est pour ça que c'est bon en tant que courtier. Tous ceux qui sont ici, c'est important de le savoir. Fait que c'est avec ça que vous allez pouvoir gamer, si on veut. fait que dans le fond, c'est le fun parce que ça nous permet d'aller chercher ces connaissances et petite parenthèse, des fois je fais des révisions d'examen pour préparer les candidats à l'examen résidentiel là, qui s'en vont devenir courtiers. Et ils me demandent toujours, mais à quoi ça sert les éléments d'architecture? Tu sais, est-ce qu'ils vont vraiment poser des questions là-dessus? Mais c'est la première fois, puis je te remercie Yvan, que je me rends compte à quel point de suivre un inspecteur en bâtiment, de prendre des notes avec les inspecteurs en bâtiment à chaque fois que j'y vais avec des acheteurs. Ça me permet d'en savoir de plus en plus et quand je vais inscrire, j'ai des nouvelles compétences. Je le sais maintenant parce que l'inspecteur, ça fait 3 fois qu'il me parle d'un panneau Sylvania. Maintenant, je sais que Sylvania, c'est un problème quand j'inscris une propriété. Et je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner maintenant à tous et toutes, c'est chaque fois qu'il y a une inspection, que vous soyez du côté vendeur ou du côté acheteur, allez à l'inspection, puis écoutez les commentaires que font les inspecteurs, prenez des notes, puis posez des questions. Il y en a qui vont vous répondre, il y en a qui vont dire arrête de me faire perdre mon temps, je suis occupé, mais c'est pas grave. Allez-y, puis prenez des notes, vous allez apprendre plein d'affaires. Je suppose, Yvan, que tout ce que tu as appris, c'est pas dans des livres, là, c'est à force de voir des maisons, là. Ça, c'est sûr. Puis aussi, ce que je remarque beaucoup, OK, lorsque je fais une inspection de maison, duplex, peu importe, lorsque je fais une inspection, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les courtiers sont au rez-de-chaussée. Moi, je fais le tour avec le client, j'explique au client, puis les courtiers partent de leur fin de semaine. Je trouve ça triste pour le client qui est acheteur, qui met tout son argent, son énergie là-dedans, et que l'autre courtier qui est en haut, qui parle de sa fin de semaine, au lieu de sécuriser son acheteur. Puis par la suite, le courtier vient voir, OK, bon, ben, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, regarde, j'ai déjà fait le tour. Là. J'ai un autre inspection à aller faire. Je suis bête de même. Donc, c'est à toi à faire ta job. Tu représentes ton acheteur, suis ton acheteur. Je pourrais dire 80% du temps, le courtier est en haut et il parle de ses fins de semaine de pêche. Ça, ce n'est pas démontré. Puis je trouve ça triste. Avez-vous des Suivez votre client. C'est très important. Puis en plus, ça sécurise votre clientèle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Yvan sur l'inspection prévente, sur les stratégies de négociation?
Ah oui, Joe, une autre question. C'est concernant l'huile de mazout que ça existe dans certaines propriétés. Ça a l'air que c'est pas, dans certaines villes, ils n'acceptent pas ça. Euh, et que se prend une évaluation pour un évaluateur, euh, je vais dire c'est un évaluateur spécialisé en bâtiment commercial. Est-ce que c'est tout à fait vrai, ça, de le faire évaluer par un évaluateur agréé? Je comprends pas votre question, excusez. Voulez-vous Oui, la répéter? oui, c'est concernant l'huile de mazout que ça existe dans certaines maisons. Oui. Donc, des fois, on se fait demander de faire une inspection par un évaluateur agréé. Est-ce que Ben, on est obligé de le faire ça ou c'est pas juste un inspecteur? et dit, quand j'ai acheté ma maison à Boisbriand, il y avait une fournaise à l'huile et j'ai fait la conversion. Au moment où j'ai fait mon inspection, c'est Yvan qui était là et qui a fait l'inspection de ma maison. Mhm. Et puis, on a décidé après de faire la conversion, d'enlever la tank à l'huile. On a fait faire ça par des professionnels pour éviter la contamination et tout ça. Et ensuite, on a réinstallé une fournaise à l'électricité. Mais on n'a pas eu besoin d'une évaluation de spécialiste ici. Quand il y a contamination, oui. Le fait d'avoir ce type de chauffage-là, c'est pas un problème. Et puis, tu as dit aussi qu'il y a des villes qui ne le toléraient pas. Moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Ma connaissance, c'est pas interdit, mais il y a beaucoup d'incitatifs pour les conversions, par contre. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. C'est une bonne information. Merci beaucoup, hein. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je termine? Oui, Ivan, une question pour vous concernant les panneaux électriques, s'il vous plaît. Si jamais il y Qu'est-ce a... qui parle? Attendez. Tarek? Tarek. Bonjour, Derek. C'est concernant les panneaux électriques. Si jamais on trouve dans le panneau des fils électriques en aluminium, moi, ma question, je sais pas, est-ce que c'est juste le bout de fil qui rentre dans le panneau ou bien s'il faut le changer, ils vont le suivre partout dans la maison? Il faut le Comment? suivre partout dans la maison. Excuse-moi? Il faut le suivre partout dans la maison. Parce qu'il va falloir ouvrir les murs, etc., j'imagine. Oui, malheureusement. Malheureusement, puis il y a des assurances qui vont l'exiger. Donc, c'est mieux de prendre l'assurance déjà du propriétaire qui est là actuel que de dire à ton client, regarde, ton assurance ne veut pas t'assurer parce qu'il y a du filage aluminium. Pourquoi tu ne switches pas avec l'autre assurance du propriétaire? Donc, c'est plus à recommander. Moi, c'est ce que je fais, là. C'est ce que je recommanderais d'ailleurs. Donc, mais le filage d'aluminium, parce que le gros problème du filage d'aluminium, c'est pas l'aluminium en tant que tel, c'est l'aluminium avec le cuivre. OK? Il y a mon oncle Bertrand puis ma tante Jeanne, là, que les autres vont dire, ah, moi, je connais ça, on va faire ça, on va t'arranger ça, moi, mon petit kit. Fait qu'ils vont mettre l'aluminium avec le cuivre, c'est là que le feu prend. Il faut des boîtes de jonction spéciales pour ça. Puis ça, c'est un maître électricien qui peut le faire. C'est pas mon oncle Jacques qui va le faire. C'est vraiment un maître électricien. Et il y a eu beaucoup de feux à cause de ça, parce que les gens ont mélangé le cuivre avec l'aluminium. C'est avec les marettes, là. Fait que c'est pour ça que les assurances n'aiment pas trop le filage d'aluminium. Lorsque moi, je prends une propriété en vente, je regarde le filage et posez-vous pas la question, est-ce que tu as cuivre, aluminium? Tout filage d'aluminium va être écrit aluminium dessus. Ça va toujours être écrit aluminium. Donc, si vous voyez pas aluminium, c'est du filage de cuivre. Ça peut être du vieux filage de cuivre avec le blanc et le noir, comme le nouveau filage de cuivre, mais le filage d'aluminium va toujours être écrit aluminium. Puis en général, ce qui englobe le filage intérieur, c'est toujours blanc. C'est blanc puis écrit en vert aluminium. Fait que, ça, vous le déclarez aussi dans la déclaration du vendeur. Filage, cuivre et aluminium. Alors, si tous les filages sont en aluminium, il n'y a pas de danger? Si après, Pardon? S'ils sont en cuivre? non, si tous les filages sont en aluminium, sont pas les deux avec du cuivre, dans ce Je cas, suis, le danger, est-ce qu'il est minimum? regardez, je vous donne un exemple. J'ai déjà fait une inspection à Le Gardeur. Et justement, toute la maison était en aluminium avant que j'aille le faire inspecter. Parce que j'ai vu un bout aluminium et qui n'était pas connecté à la boîte électrique. Là, je dis anciennement, il y avait de l'aluminium ici. On dit oui.
l'assurance m'a obligé de tout changer mon filage au complet de la maison. Il a fallu qu'ils rouvrent partout les murs pour changer le filage. Méchant job, là. Super, merci, Yvan. Ouais, ça fait plaisir. Et Yvan, Oui, moi madame. j'ai une Oui, question Yvan, Ah, Manuela, vas-y. c'est bref ma question. Ça coûte combien une inspection pré-vente pour une maison ou pour un bloc de 6 logements? OK, ça va toujours être le même tarif. Que ce soit pré-achat ou pré-vente, c'est la même job. OK. C'est 100% identique. C'est pas moins cher parce que c'est pré-vente. Moi, j'ai déjà un courtier, c'était le seul, qui m'a engagé pour faire une inspection pré-vente sommaire. À chaque fois qu'il signait un contrat, il m'appelait, OK, peux-tu aller inspecter la maison à tel endroit? Je lui chargeais moins cher parce que je faisais pas de rapport d'inspection. OK? Mais au moins, il savait qu'est-ce qu'il vendait. Il savait que c'était telle sorte de panneau, la tank à chaud était changée, ou il y avait de la moisissure dans l'entretoit. Fait que lui, il prenait tout. Moi, j'envoyais ça avec les photos par courriel, avec une feuille écrite à la main, là. Je disais, OK, photo numéro 1, c'est ça, 2, c'est ça, 3, c'est ça. Et là, lui, il prenait le plus grave, puis il écrivait dans la déclaration du vendeur. Donc, c'est le seul courtier qui faisait ça avec moi. Moussa? Merci. C'est juste peut-être dans le même ordre d'idée quand on parle de prévente sommaire côté durée, disons, pour l'inspection d'une maison unifamiliale et aussi le coût. Est-ce qu'on parle d'une bonne différence? Un sommaire, c'est toujours moins cher parce que t'as pas de rapport. Ce qui est long à faire aussi, c'est le rapport d'inspection. Tu sais, moi, quand je fais des rapports, ça joue entre 2 et 4 heures. Et tout dépendant. Si je prends un exemple, un 10 logements, un 16 logements, ça peut me prendre 4 heures pour faire le rapport, là. Mais si je prends un bungalow qui a quasiment rien, ça peut me prendre, c'est minimum 1 heure et demie. Faire un rapport très, très simple, même de condo, qui a absolument rien dans le condo à déclarer. Ça me prend au moins 1 heure et demie minimum. Ouais. Et sommaire, c'est exactement comme je viens de vous dire. Mais moi, ce que je vous dirais, OK, j'ai eu la chance, à un moment donné, regardez, je vous donne une anecdote. J'ai une anecdote de cette année, là. J'ai un monsieur qui m'appelle, il dit, Yvan, il dit, t'es rénovateur, tout ça. Il dit, j'ai un problème dans mon entretoit. Lui, il a un triplex avec un toit plat. Il dit, j'ai un problème, ça fait 2 ans que ça dure, etc. Fait que là, je m'en vais voir la job. Là, il me dit, je suis tanné du triplex, je vais le mettre en vente. J'ai dit, garde, j'ai dit, ben là, je parle que je suis courtier immobilier. Là, je dis, en plus, je te fais une inspection pré-vente, etc. Tu sais. Fait que ça, il a beaucoup aimé ça. Fait qu'il m'a donné son triplex en vente. Et grâce à ça, avec sa satisfaction, sa femme, sa conjointe plutôt, qui avait un condo en vente, elle l'a mis en vente. Fait que j'ai vendu le condo. Et le couple, ils ont décidé de s'acheter une maison. Donc, j'ai fait 3 transactions en l'espace d'1 mois et demi. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, regarde, je vais faire le tour de ton bâtiment, là, puis j'ai tout expliqué le pourquoi. Puis il a adoré ça. Fait que, puis aujourd'hui, il ne joue que par moi. Pourquoi? Mais j'ai fait la même chose pour le condo. Et c'est sûr que la maison qu'ils ont acheté, j'ai pas fait l'inspection. J'ai dit, trouve-toi un inspecteur. Si t'en as pas, j'en ai pour toi. Donc, il a pris son propre inspecteur à lui. Mais les 2 autres, je les avais inspectés. Et le triplex, on s'est pas fait négocier d'une seule noire. Puis en plus, on avait 3 offres d'achat dessus. Donc, on avait 2e rang et 3e rang. Donc, le premier qui l'a acheté, il avait tendance à pas négocier. Puis je lui ai dit, il y a 2 autres en arrière qui attendent. Donc, oui, on fait inspecter, puis ils l'ont acheté tel quel. Yvan? Là, j'avais déclaré qu'il y avait des fissures de fondation. La toiture était belle, infiltration d'eau, que oui, mon client a corrigé. Donc, avec preuve à l'appui, les factures à l'appui et tout. Là. Mais grâce à ça, je suis allé me chercher 3 transactions. Yvan, j'ai suivi une autre de tes conférences dans laquelle tu parlais des contaminants et notamment de la mérule, qui Une est pleureuse. la mérule pleureuse, qui est un champignon qui mange le bois. Et à Ouais, partir du moment où la propriété est contaminée, il y a à peu près rien à faire à part brûler la maison. Hein? tout dépendant. Ouais. OK? La Attends mérule un peu. pleureuse, Attends un peu. Tu ouais, fais ton inspection pré-vente et tu découvres un problème comme celui-là qui rend la propriété
qui causent la mort économique de l'immeuble, comme on dit. Par exemple, tu sais, une contamination à l'huile ou autre contaminant qui coûte plus cher que la valeur de l'immeuble. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à ton client? Parce que il y a un problème majeur là, hein. Et s'il veut t'écarter et aller à VPP après, là, tu comprends que qu'est-ce que tu fais avec le client quand tu découvres un truc majeur? Ben, justement, comme le truc majeur, la maison à Varennes, qui avait un réservoir à l'huile, c'en est un exemple. Moi, j'ai dit à la cliente, tu as deux choix. Tu te fais négocier au max ou tu t'arranges avec, puis tu le décontamines toi-même, qui risque de te coûter beaucoup moins cher. Parce que toi, tu as la chance d'aller négocier à gauche, à droite pour les compagnies, tu sais. Elle dit, je vais le faire moi-même. Fait que Ben, j'ai mais donné là, la chance. mais là, on parle pas de mort économique, là. On a vu, puis Moussa, il fait pas mal de commercial aussi. T'en as peut-être vu ou entendu parler aussi des endroits où c'est tellement contaminé que ça coûte plus cher de décontaminer que ce qu'on pourrait vendre pour le terrain ou la maison. Et donc, il y a des immeubles comme ça qui sont laissés carrément à l'abandon. On fait quoi quand on découvre un problème majeur comme ça sur une propriété? Vaut mieux la prendre avant de mettre en vente que de la prendre de l'acheteur quand il poursuit après, là. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai déjà vu, tout à l'heure, tu parlais de mérules pleureuses. Et je suis allé inspecter. C'est un monsieur à l'Assomption, l'Épiphanie, excuse. Un monsieur à l'Épiphanie que lui, il a acheté le bâtiment, un vieux bâtiment qui date de 200 ans. Il dit, regarde, j'aimerais que, avant de l'acheter, j'aimerais que tu ailles faire un tour, tu sais. Fait que je suis allé parce que lui avait pris un arrangement avec le client le vendeur, comme quoi je pouvais y aller avant. Puis justement, il y avait beaucoup de mérules pleureuses dans le bâtiment. Ça fait que lui, il l'a quand même acheté, OK? Parce que pour le démolir. Parce que lui, c'est le terrain qu'il voulait. Mais il dit, j'ai vraiment besoin d'une inspection pour aller montrer à la ville que c'est plus bon, là, t'sais. Fait que oui, exactement, il y avait de la mérule pleureuse. La mérule pleureuse, on va trouver ça plus dans les boisés. Que ce soit un exemple rare des anciens chalets, là. Ou c'est des maisons qui sont sur des blocs de béton, sur des pieux, où ce que l'humidité elle joue beaucoup en dessous de la maison. C'est là qu'est le danger de la mérule pleureuse. Et s'il y en a beaucoup, oui, c'est un cancer. Ils appellent ça le cancer de la maison. Puis ça a été prouvé que même si tu l'enlèves, ça peut revenir, malheureusement. Ça peut revenir, comme un cancer. On se fait guérir, puis ça peut revenir. Les médecins ne peuvent pas garantir. Fait que, Iván, ponte le pelé me gusta, ¿cómo es que tipo le pelé, s'il te plaît? pardon? Juste les pelés, les noms de la Ah, famille. Mérule, M-E-R-U-L-E, Mérule, M-E accent aigu dans le fond. Pleureuse, P-L-E-U-R-E-U-S-E. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Fait que oui, il y a beaucoup d'inconvénients. Mais moi, ce que je vous dirais, en tant que courtier immobilier, ça peut vous aider à aller chercher des propriétés en vente, OK? C'est de sécuriser votre client, si je peux vous donner un conseil. Puis tout à l'heure, je vous ai nommé qu'est-ce qu'il faudrait regarder le plus. Pas de silicone autour des fenêtres, on s'en fout de ça. Pas la petite gouttière qui est débarquée ou la petite pente négative du terrain, là. Moi, je vous dirais, regardez plutôt, faites le tour de la propriété, regardez les fissures, regardez si vous avez la possibilité de vous traîner une petite escabeau dans l'entretoit, si vous avez la possibilité. Donc, regardez s'il n'y a pas de moisissure, s'il n'y a pas de noir sur le plywood. Regardez s'il n'y a pas de vermiculite. S'il y a de la vermiculite, faites faire un test. Sécurisez votre client. Et l'épaisseur de la laine minérale. Parce que des fois, on va avoir, les années 70, c'était ça, l'épais de laine minérale. Puis aujourd'hui, ben, c'est R40. Anciennement, c'était de la R12. Donc, souvent, c'est pour ça qu'il y a des glaçons en bordure du toit. Parce que c'est mal isolé. Regardez s'il y a des fenêtres de décellés, si vous avez la chance, si vous connaissez ça un peu. Regardez s'il y a des fenêtres de décellés. Essayez de regarder la date du réservoir eau chaude. S'il est loué, on s'en fout. Mais s'il n'est pas loué, c'est quand même 1200 $. OK? Regardez le panneau électrique et le filage électrique. Ça, Moi, c'est c'est les ce que je bases. vous recommande fortement. Ça va vous aider
à sécuriser votre client. Hey, regarde, je vais faire le tour. Regardez le bardeau, c'est sûr, on s'entend. La toiture, c'est une des choses les plus importantes, les plus chères. Donc, regardez la toiture. Vous voyez que le bardeau commence à friser. S'il fait juste commencer dans 1 an, ça va être dû. S'il est tout frisé, il est dû maintenant. Donc, c'est toutes des petites choses à regarder pour sécuriser votre clientèle, pour aller chercher aussi des inscriptions. Moi, ça m'a aidé beaucoup à aller chercher des inscriptions. Je suis très, très fort en inscription. Donc, pourquoi? À cause de ça, grâce à ça. Ouais. Excellent. On arrive proche de la fin. Je vais te laisser le mot de la fin, mais avant ça, je voudrais rappeler encore une dernière fois vos obligations légales et professionnelles, votre responsabilité professionnelle face à tout ça. Vous n'allez pas au-delà de vos compétences. Donc, si vous voyez le bardeau qui frise et que vous avez entendu dire que quand c'est ça, c'est un nouveau toit qu'il faut faire, demandez l'avis d'un professionnel. Vous avez probablement raison, mais ce n'est pas à vous de le dire. D'accord? Donc, travaillez dans les limites de ce que la loi vous permet et ne dépassez pas le cadre de vos compétences. Assurez-vous de faire les choses toujours vraies, vérifiables. Ne publiez aucun chiffre, aucune information dont vous ne pouvez pas prouver la source. Donc, si vous dites présence d'amiante, c'est parce que vous avez un test, c'est pas parce que vous pensez l'avoir reconnu. D'accord? Ou pas parce qu'il traînait un sac avec écrit zonolite dessus, mais qu'on n'est pas sûr qu'il a été déversé ou pas dans l'entretoit. Alors, attention encore une fois à la responsabilité professionnelle, ça va? Et j'aimerais vous remercier pour votre présence et j'aimerais aussi avoir vos commentaires après, si vous voulez nous écrire. Vous pouvez nous écrire à équipe à commercial-charisma.ca, c'est l'adresse avec laquelle on se connecte ici sur Zoom. Et puis, si vous avez des idées de conférences, de formations, de sujets qui vous intéressent particulièrement, que vous aimeriez suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois, merci de nous en faire part aussi. On essaye de créer du contenu et de rendre ça disponible pour vous rendre service. On ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça pour que ça vous soit utile. Alors, si vous avez des demandes spéciales, écrivez-nous, ça va nous faire un grand plaisir de nous ajuster. Yvan, je te donne le mot de la fin. Merci beaucoup. Excuse-moi, Pascal, Yvan, deux secondes avant de finir. Est-ce qu'on a le droit de payer l'inspection pré-vente? Parce que je sais qu'on n'a pas le droit de payer l'inspection pré-achat pour des raisons de conflit d'intérêt, mais est-ce qu'on peut l'offrir à nos clients? Je ne vois aucun conflit d'intérêt là-dedans. Je ne vois aucun conflit d'intérêt là-dedans. Je te dirais oui. Moussa, qu'est-ce que tu en penses? Question piège. À la fin. Si je pose la question à M. Yvan, il m'a recommandé de ne pas faire payer ça par le courtier. Parce qu'il y a toujours l'apparence de conflit d'intérêt qui peut peut-être faire surface, là. Et je ne sais pas si je vois trop loin. Ouais. Si Yvan le fait pour son client avec l'intention de faire baisser le prix pour que ça se vende plus rapidement, là, il pourrait y avoir apparence. Ou conflit. Si par contre, n'importe lequel des courtiers ici demandait à Yvan de venir le faire ou à un autre professionnel de l'inspection de le faire sur une de ses propriétés, pour moi, il n'y a pas de défi ici, il n'y a pas de problème. Mais on va creuser la question, on va se renseigner. Il y a justement une nouvelle formation obligatoire sur les conflits d'intérêts. De comparer ça avec d'autres situations pour un courtier, puis par expérience avec l'OASIC aussi, ils veulent pas qu'on paye le notaire maintenant, ni l'inspecteur, ni beaucoup de choses. Et malgré que on veut être transparent et honnête, mais pour eux autres, c'est toujours le public qui est comme premier qui va être protégé. Alors c'est ça, c'est toujours le point d'apparence de conflit d'intérêt qui est primé pour l'OASIC. On va aller chercher le point de vue officiel dans les prochaines heures. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va mettre fin à la conférence. On avait prévu 1 heure. Merci à tout le monde. Yvan, si on a des questions, est-ce qu'on peut t'écrire? Absolument. Je vous donne mon courriel. Prenez en note. La lettre I pour inspection, B pour bâtiment, 360 à commercial, vidéotron.ca.
La conférence vient tout juste de se terminer et nous avons eu, après le mot de la fin, une question d'un courtier qui nous a demandé est-ce qu'il y a conflit d'intérêt si le courtier du vendeur lui paye son inspection pré-vente? Alors, évidemment, la question du conflit d'intérêt ici, elle n'est pas dans le fait d'avoir une inspection pré-vente, mais dans la façon de procéder au paiement de cette inspection. Donc, je vous rappelle les règles. Il est important que lorsque vous référez un client à un professionnel, vous le référiez toujours à plus d'un professionnel, que vous lui donniez le choix de pouvoir prendre celui qu'il souhaite, qu'il paye lui-même les frais relatifs au service rendu et ensuite, sur présentation de cette facture, vous avez le droit de rembourser le client et vous avez le droit de rembourser le client pour un montant, le montant complet ou pour un montant partiel, mais si vous le faites seulement pour un montant partiel, en disant par exemple, je vous rembourse jusqu'à concurrence de $500 les frais de votre inspecteur, à ce moment-là, les conditions doivent être connues au préalable avant que le client ne souscrive au service. Alors, j'espère que cette petite précision dissipera tout malentendu quant à ce qu'on a pu dire aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Encore une fois, merci pour votre présence et à la prochaine.